Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la suite des bilans F1. Cette fois-ci, on va faire le midfield. Et aujourd'hui, avec moi, Thomas Felizardo, comme pour le fond de gris. Salut Thomas. Salut. Et on a un peu changé le roster. On a Louis Matelin avec nous pour le milieu de gris. Salut Louis. Salut à tous. On aurait pu te réserver pour McLaren, mais on t'a réservé pour autre chose, bien évidemment. Pour parler de Fernand Dieu, bien sûr. Bien sûr, Fernand Dieu. L'affreux Aurélien Attard n'est pas là, on va pouvoir parler de Fernand Dieu en toute tranquillité. Mais on va commencer non pas par Alpine, non pas par AlphaTauri, mais par une écurie qu'on n'avait pas mis dans le midfield en début de saison, une écurie qu'on avait mis parmi les écuries phares de la saison, c'est Aston Martin. Aston Martin qu'on voyait très très haut après une saison 2020 sous le nom de Racing Point qui était extraordinaire, avec une victoire de Pérez à la fin de saison. Et finalement, Aston Martin qui termine 7ème, qui termine vraiment juste devant les trois cancres du fond de la classe. Thomas, je vais te laisser commencer, mais c'est la plus grosse déception de la saison pour une écurie, celle dont on attendait le plus et qui nous a donné le moins, c'est Aston Martin. Alors oui, effectivement, je pense que tu as quasiment tout dit. Je vois peu de choses à dire sur Aston Martin. Malheureusement, la saison a été catastrophique. On avait espoir après, ils ont fait une 4ème place, hein, c'est ça en 2020. Donc je pense qu'on avait un peu tous espoir, surtout avec un règlement qui semblait relativement stable, puis surtout quand on voit ce que Mercedes a réussi à faire. Là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses pour sauver la saison. Stroll a été inexistant. Je crois que la seule fois où je l'ai vu, c'est quand il répond à son ingénieur en disant qu'il est capable de rester sur la piste à Sochi et qu'au virage après il se plante. Vettel a fait quelques bonnes courses. Il y a eu Bakou où il arrive à choper le podium. Il y a eu la Hongrie où il a été insistant sur Ocon tout le long et ça ne s'est pas joué à grand chose pour la victoire et malheureusement il a été déclassé après. Hormis ça, je vois pas grand chose. On va parler d'AlphaTauri juste après, je pense, mais ils ont quasiment 2 fois moins de points qu'AlphaTauri. Non, à part une très mauvaise saison, j'ai pas grand chose à dire sur Aston Martin malheureusement. Lance Stroll 9 fois dans les points cette saison, Sébastien Vettel 7 fois dans les points, plus une disqualification en Hongrie, donc qui était 8 fois dans le top 10 avant disqualification. 8 et 9 quand même sur 22 Grands Prix. Louis, ça fait pas beaucoup pour les deux pilotes Aston Martin. Non, ça fait pas beaucoup. Je pense que Thomas a bien résumé la situation. C'est une équipe dont on attendait quand même beaucoup après la saison dernière, notamment Pérez qui termine meilleur des autres au championnat, alors qu'en plus il a manqué des courses pour Covid. Il y avait une pole de Stroll en plus, donc il y avait quand même, il y a eu d'autres podiums. Donc c'était une écurie qui semblait très forte avec une stabilité réglementaire entre les deux saisons. Et ils sont complètement passés à côté. Alors peut-être que quand on copie une voiture une année, on se retrouve un peu plus dans la sauce l'année suivante si on sait pas la développer, si on la comprend pas. Je sais pas trop. En tout cas, c'est vrai que collectivement ils ont pas été très bons et il y a eu assez peu d'arrivées dans les points pour les deux pilotes. Là où je suis pas trop d'accord avec Thomas, c'est que Stroll inexistant, mais Vettel quasiment inexistant aussi, parce que t'enlèves les 2 coups d'éclat de Vettel à Bakou et là où il a été disqualifié en Hongrie, il est derrière Stroll au championnat. Donc bon, c'est limite. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, c'est un pilote qui est quand même pas mauvais, mais au-delà des fois où il a réussi à parfaitement tirer profit des conditions de course, il est derrière Stroll à la régulière au championnat. Donc pour moi, c'est pas une si bonne saison que ça non plus de Vettel, c'est pas une très bonne saison de Stroll, mais c'est pas une très bonne saison de Vettel non plus. Globalement, les deux ont été plus ou moins du même niveau. On va encore taper sur Stroll parce que son père possède l'équipe, mais sinon, moi, il y en a vraiment aucun des deux qui m'a convaincu, si ce n'est Vettel sur 2 courses sur la saison, autant dire 4 fois rien. Je suis assez d'accord avec Louis. Pour moi, les deux ont été... On en parlait en début de saison d'ailleurs en disant que Vettel n'avait jamais battu un coéquipier plus inexpérimenté que lui et que Stroll n'avait jamais battu un coéquipier plus expérimenté que lui. Et Paul avait dit que c'était un peu une situation Nyan 4. Donc est-ce que c'est le chat ou la tartine qui retombe le premier sur ses pattes, on ne sait pas. Et ben finalement, on n'a vu aucun des deux dominer. Alors on a vu, c'est vrai, 2 bonnes courses de Vettel et c'est tout. Et 2 courses sur du coup 44 courses, 22 x 2, ça fait quand même très peu. Stroll un petit peu plus dans les points, mais Vettel un tout petit peu meilleur en qualification. C'est l'un des duels en qualif les plus serrés finalement, parce qu'il y a que Ferrari et Alpine qui ont eu des duos plus proches en qualification sur la saison, autant autour. Mais Aston Martin qui a été assez victime de
de cette philosophie de copier la Mercedes 2020 qui était assez pénalisée par le règlement 2021, et ça s'est beaucoup plus ressenti chez eux que chez Mercedes, et c'est une voiture qui finalement s'est retrouvée plus proche de Williams en temps en qualification que d'Alpine, mais c'est aussi lié au fait que chez Williams, on l'a dit dans la vidéo précédente, George Russell a fait une excellente saison, alors que là on a eu vraiment du moins bien de la part de deux pilotes, et je suis autant déçu de l'un que de l'autre, hein. Je ne vais pas en défendre ni l'un ni l'autre, parce que Vettel il était censé apporter son expérience de quadruple champion du monde pour porter le team, et Stroll il était censé être un pilier du team qui est là depuis 3 ans pour progresser, et ça n'a été le cas d'aucun des deux, donc c'est assez décevant sur cette saison. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire sur Aston Martin, messieurs, ou si... Pas spécialement, non, mais vraiment ce que je disais, c'est que voilà, Vettel a été le seul à faire des coups d'éclat, et c'est les seules fois où on les a vraiment vus. Ouais, effectivement, après, sinon, je suis 100% d'accord avec vous, il a été aussi décevant que Stroll, quoi. Ouais, c'est duo très décevant. Au-dessus d'eux, AlphaTauri avec Pierre Gasly et Yuki Tsunoda que toute la rédaction avait mis comme rookie de la saison avant le début de la saison. Autrement dit, on s'est un peu trompé. Un Pierre Gasly extraordinaire, un Yuki Tsunoda beaucoup plus brouillon. Louis, je vais te laisser commencer forcément puisqu'on parle de Tsunoda, mais clairement, c'était le Gasly F1 Team cette saison, nos amis de chez AlphaTauri. Oui, avec deux Pierre Gasly, ils auraient été devant Alpine au championnat, donc ça c'est assez clair. Maintenant, bon, tu viens de dire qu'on s'était trompé en disant que Tsunoda allait être le rookie de la saison. J'ai pas l'impression qu'on soit tant trompé que ça, parce que les deux autres rookies finalement c'était Schumacher et Mazepin, et il y en a aucun des deux qui a vraiment convaincu. Non, mais on avait dit en début de saison que Tsunoda allait vraiment être au-dessus de ces deux-là, parce que Schumacher, une première saison, c'est compliqué, parce que Mazepin, c'est Mazepin. Et finalement, il y a eu beaucoup plus match que ce qu'on a dit. Hein. Oui, tout à fait. Tsunoda s'est retrouvé quand même bien en dessous du niveau qu'on lui prédisait. Maintenant, faut pas oublier qu'il a débarqué en Europe, il a fait une saison de F3, une saison de F2, on l'a mis dans un baquet de Formule 1. Donc c'est un pilote qui a quand même très très peu d'expérience, même comparé à Schumacher, même si les deux découvraient la Formule 1. En ça, finalement, c'était prévisible qu'il allait faire des erreurs. Il nous avait tellement ébloui en Formule 2 en terminant 3e pour sa 2e saison en Europe que on pensait qu'il allait pouvoir réitérer l'exploit en Formule 1. La marche était peut-être un peu haute. Néanmoins, il y a eu des bonnes choses. Et notamment lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi où il termine 4e, ce qui est un très bon résultat. Il y a eu d'autres bons résultats, notamment en Hongrie, mais là encore il a profité de circonstances de course un peu chaotiques, pareil en Azerbaïdjan. Mais voilà, il y a eu des bons résultats, il y a eu du moins bon, beaucoup de moins bon, beaucoup de crash. Il s'est aussi fait remarquer, je pense qu'il avait pas mal la pression et ça doit aussi jouer sur son comportement et ses déclarations à la radio notamment, il s'est beaucoup fait remarquer avec ça. Et c'est fort dommage parce que je pense qu'en apprenant un peu plus sereinement et en étant un peu moins bouillant à la radio, et il se sera un peu plus passé inaperçu. Aujourd'hui, on pointerait moins du doigt, ses erreurs. Maintenant, je pense qu'il a les cartes en main pour faire mieux l'année prochaine. Je continue de croire que c'est un pilote qui a un gros potentiel et on verra l'année prochaine, mais je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Thomas, sur cette écurie AlphaTauri. Je serai un tout petit peu plus nuancé sur Tsunoda. Je pense que Tsunoda, on a tous été hyper impressionnés à Bahreïn pour ce qu'il a fait. Je me rappelle en particulier de la bataille avec Alonso qui était belle à voir, et une belle 9e place à l'arrivée. C'était excellent pour un premier Grand Prix. Ça a tout de suite été la douche froide à Imola où de mémoire il se plante en Q1 hein, et il fait sortir le drapeau rouge. Et il y a eu d'autres crashs en qualif en Q1, je pense au Paul Ricard notamment. Je dirais surtout que Tsunoda il était très inconstant. Il y a eu du bon voire du très bon, et je pense qu'à Abu Dhabi on a vu du très très bon, et en particulier son attaque sur Bottas au restart dans la chicane en caméra embarquée, c'était magnifique à voir et je trouve que c'est exactement ce qu'on attendait de lui. Après, il y a eu beaucoup de fois où il n'était pas dans le rythme, ou alors il faisait des grosses erreurs, donc ça c'était dommage. Et je pense qu'il lui faudra une 2e saison pour apprendre. Je suis d'accord avec toi, Louis, il a peu d'expérience en Europe, donc forcément ça n'aide pas. Il est dans un environnement très compliqué. Mais c'est vrai que, oui, je vous rejoins, c'était le Gasly F1 Team. Et pour Gasly, j'hésite entre miracle et mystère. On a un pilote qui a d'un niveau excellent. Il finit à seulement 5 points de Ricciardo, qui pourtant avait une voiture largement supérieure, et Ricciardo qui a une réputation qui n'est plus à faire dans le paddock. Il a
Alors, il n'y a pas eu la deuxième victoire, mais ça, on s'en doutait. C'était à peu près sûr qu'AlphaTauri n'allait pas gagner une course cette année, après la bonne saison 2020. Mais ouais, je pense que Gasly n'a pas démérité. Gasly a montré beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il doit repartir chez Red Bull. Je pense qu'il est très très bien chez AlphaTauri. Mais il ne peut pas rester non plus chez AlphaTauri s'il veut vraiment une très grande carrière. Donc, il a porté le team, il a su se montrer en leader de team. Il faut qu'il continue sur la suite, mais il a fait une très 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 belle saison. Très très belle saison. Pierre Gasly, 6e pilote le plus rapide en moyenne sur la saison en qualification, quand Tsunoda est 14e. Pierre Gasly, 15 fois dans les points, dont un podium. C'est... Beaucoup de Q3 aussi, je crois. Énormément de Q3, hein. Un pilote extrêmement bien placé tout le temps sur la grille, qui a payé la vitesse de sa voiture en course, hein, à certains moments, mais qui en qualif s'est montré extraordinaire. Et tu l'as dit, hein, c'est le paradoxe, c'est chez Red Bull ça ne marchait pas. Ça se voit qu'il est épanoui, que sur cette saison-là c'est véritable leader, ça se voyait déjà l'an dernier. Mais tu peux pas, à moins qu'on se retrouve dans une situation miracle où toutes les équipes sont à la même vitesse, mais j'y crois pas trop, ou en tout cas pas Red Bull et AlphaTauri, ça serait trop beau que deux teams de Red Bull se battent pour la victoire. Oui, Pierre Gasly, après cette saison-là, tu peux pas le laisser dans cette situation-là. Je sais pas ce que t'en penses, oui, mais là sur cette saison, ça a été. Moi, je vais pas dire que c'était un des 5 meilleurs pilotes de la grille, mais en tout cas en qualif, ouais, et en course vraiment pas loin, quoi, parce que il y a peu de pilotes qui m'ont autant ébloui que lui cette saison sur la grille. Bah oui, je vous rejoins, il a été excellent Pierre Gasly. Si c'est pas un 10 sur 10 cette saison, c'est au moins un 9,5. Et clairement, on a envie de se dire, mais donner un volant dans une top écurie à ce mec-là. Maintenant, est-ce que vraiment les patrons d'écurie sont prêts à lui faire confiance? Est-ce que vraiment lui-même pourrait s'épanouir dans un top team? J'en suis moins sûr. Parce que on l'a vu chez Red Bull. Alors certes, il avait qu'une saison dans les pattes quand il a débarqué chez Red Bull. C'est peu. Ça s'est mal passé et ce qui est surtout ressorti, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à gérer la pression d'un top team, alors même qu'on lui demandait pas d'aller gagner des courses, etc. Faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait 3 top teams, c'était Red Bull, Ferrari et Mercedes. Et que globalement, Gasly, on lui demandait d'être pas trop loin et d'être dans le top 6 et pas trop loin des autres. On lui demandait pas d'aller gagner des courses. Donc, si vraiment il se retrouve demain, comme certaines rumeurs ont pu le dire, dans une Mercedes, est-ce qu'il aura les épaules pour se battre contre Verstappen en face, pour se battre pour des victoires, etc. Est-ce qu'il ferait mieux que Bottas? J'en suis pas sûr. S'il y a beaucoup de pression sur ses épaules, je suis pas certain qu'il soit capable de vraiment s'en sortir. Je suis pas d'accord pour le coup, ouais. Mais, moi non plus, je te laisse, vas-y Thomas, je te laisse. Non, je suis pas d'accord parce que je trouve que l'environnement Red Bull est très particulier et finalement, alors faut pas oublier qu'il a eu sa chance que pendant une demi-saison. Albon a eu 1 an et demi et j'ai pas trouvé qu'Albon a été largement meilleur que Gasly sur l'année et demie mais Albon est un moins bon pilote que Pierre Gasly déjà de base. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais j'allais en venir à la suite, c'est que est-ce que Perez a vraiment fait mieux? Il a eu la victoire à Bakou, ça on pourra jamais le retirer et il a su l'attraper au bon moment. Mais j'ai pas été non plus. Je pense pas que Perez a fait un meilleur job que Gasly en 2019. Donc, et je pense que s'il était dans un environnement Mercedes, comme tu le disais, je pense que c'est un environnement qui est beaucoup plus sain pour un pilote, avec aussi probablement une voiture qui est plus facile à conduire. Red Bull, et Verstappen l'a dit de nombreuses fois, la Red Bull est très plantée sur l'avant et assez dure à conduire. Il faut souvent être sur le fil, et donc c'est facile de faire des erreurs et d'être en confiance dans la voiture, alors que la Mercedes, c'est plutôt l'inverse. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vu des pilotes comme Russell, quand il fait une pige, il arrive très bien à être dans le rythme. Ça vient aussi de ça. Donc je pense que. Alors il faudra voir avec les nouvelles voitures, hein, bien évidemment. Mais je pense que Gasly s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment avec Red Bull. Et je pense qu'il mérite sa chance dans un autre bon top team. Et Mercedes me semblerait être un excellent choix pour lui. Je suis assez d'accord avec Thomas. Je pense que le second baquet Red Bull est depuis l'arrivée de Verstappen un endroit très particulier où il fait pas trop bon être. Et dans une voiture qui a toujours une philosophie particulière et qui a scié qu'à certains pilotes, qui a des Vettel ou des Verstappen. Et Gasly a beaucoup plus de maturité qu'il y a 2 ans. Et on sait que dans un environnement où il est mis à égalité avec l'autre pilote ou en tant que leader, il s'en sort extrêmement bien. C'est dans les environnements où il arrive comme challenger complet et comme pilote numéro 2 quasi annoncé, où là il a beaucoup plus de mal.
moi, sur la grille actuellement, parmi les grosses teams, enfin parmi les 4 gros teams, le seul team dans lequel je vois un pilote numéro 1 clair sur lequel avec lequel tu peux pas l'été, c'est Red Bull, parce que Mercedes on parle de si Hamilton s'en va, c'est des si, hein, peut-être que au moment où sortira cette émission ça sera déjà plus le cas, mais Russell partira sur le même pied d'égalité que son copilote. On a vu chez Ferrari qu'entre Sainz et Leclerc, c'est pas parce que Leclerc était là avant qu'il y a eu des privilèges. On l'a vu chez McLaren entre Ricciardo et Norris, donc finalement dans tous les autres gros teams, je pense que Pierre Gasly pourrait parfaitement s'épanouir, et c'est à lui de nous prouver la saison prochaine. Mais là, sur cette année, les seuls moments où je l'ai trouvé un peu en difficulté, je trouvais que c'était vachement par rapport à la voiture qui l'empêchait d'aller beaucoup plus haut que ses performances sur un tour en qualif, comme un peu un George Russell, hein, où il était tributaire de la perf de sa voiture en course, mais ouais, sur un tour, et quand il faut aller chercher les podiums, on l'avait déjà vu au Brésil en 2019, on l'a revu là cette année à Bakou. Il sait se montrer très incisif, très autoritaire. Sur Leclerc, il a été avec Leclerc à Bakou. Ouais. Voilà, il a été très autoritaire sur Charles Leclerc quand même. Très intelligent aussi dans sa façon de le laisser passer très longtemps avant le point de corde pour pouvoir le redépasser. Donc excellente saison de Pierre Gasly, qui a été en plus applaudi partout, hein, par tous les médias. Dans le power ranking de la F1, il était tout le temps extrêmement bien placé. On l'a vu dans ses temps en qualif, on l'a vu dans toutes les statistiques, il était présent. Et tu peux pas, enfin il commence à être beaucoup trop gros, moi je trouve, pour la structure AlphaTauri, à moins que Red Bull développe un monstre à 2 têtes avec 2 structures capables d'aller jouer le titre, mais ça me paraît être un doux rêve. Il me semble que Gasly lui-même a déclaré assez récemment sur la fin d'année 2021 que dans tous les cas il savait qu'il serait derrière Red Bull parce que maison mère et équipe B. Voilà, c'est ça. La fin, on vend plus de canettes que de t-shirts. C'est quand même, Exactement. C'est quand même le produit de base. Bon, et bien maintenant que nous avons passé l'apéritif, nous pourrons passer au plat principal. Alpine, messieurs. Alpine qui termine 5e, milieu de grille, c'est un peu la place de l'écurie Renault / Alpine depuis son retour en F1. Une victoire pour Esteban Ocon quand même en Hongrie, un podium pour Fernando Alonso au Qatar, le premier depuis la Hongrie 2014, si mes souvenirs sont exacts, il me semble que c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'après il y a eu McLaren Honda, donc forcément c'est plus compliqué. C'est Et finalement un duel assez équilibré, hein. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait eu que 2 duels plus équilibrés que Stroll Vettel en qualification. Le duel Alonso Ocon est l'un des deux, hein, parce qu'en moyenne sur la saison il n'y a que 1 dixième d'écart entre les deux en qualif, et ils ont souvent été très proches l'un de l'autre, et finalement autant je vais vous laisser en parler, je vais laisser Thomas commencer parce qu'après on va avoir le droit à 1 heure de propagande de Louis, mais autant eux ont été performants, autant je trouve que la voiture n'a pas été à la hauteur de ce que eux ont montré sur la saison. Thomas. Alors je vais te décevoir tout de suite parce que moi aussi je suis un grand fan d'Alonso, donc je vais rejoindre Louis sur la propagande. Non, blague à part, ils ont fait la saison qu'on attendait d'eux malheureusement. Ils sont Alpine, en tout cas la voiture était dans la continuité de la fin de 2020, puisque très longtemps en 2020 on s'est dit c'est bon, ils vont enfin réussir à faire top 3 au championnat, et finalement ils ont perdu face à McLaren et même à Racing Point, donc ils avaient fini 5e. Ils font pareil cette année. Ils étaient à peu près là où ils méritaient d'être. Ils ont eu de la chance aussi d'avoir 2 pilotes, comme tu l'as dit, qui étaient très constants, très forts, au même niveau par rapport à AlphaTauri. Donc ça, c'est ce qu'on disait juste avant. En début de saison, je m'étais dit que le fait marquant qu'allait avoir Alpine cette saison, c'était d'avoir quasiment la plus belle voiture du plateau. Bon, finalement, ils m'ont fait mentir et j'étais content avec la victoire d'Ocon en Hongrie et la magnifique lutte d'Alonso qui a résisté, qui a bien aidé la victoire d'Ocon justement dans ce même Grand Prix. Sur Alonso, donc il a eu une première partie de saison qui était un petit peu plus difficile. Il était un peu plus en difficulté, surtout avec la direction assistée de mémoire. Et il y a eu des changements à partir de Silverstone qui l'ont aidé à se remettre un petit peu dans le rythme. Et effectivement, quand on regarde le bilan comptable, on a l'impression qu'il y a eu un petit déclic à Silverstone, donc c'était très bien. Malheureusement, même en étant un grand fan d'Alonso, à son âge, est-ce qu'il apporte encore vraiment quelque chose à l'équipe par rapport à... J'ai entendu votre podcast F2 juste avant, Piastri mériterait aussi d'être dans la voiture, on va pas se mentir. Je suis partagé sur le retour d'Alonso.
Il y a eu des très beaux moments, il y a eu quelques phrases qui ont été, comme toujours, assez magnifiques. Je pense que des fois, il a été un peu au-dessus de ses pompes, dans le sens où il a voulu prouver aussi que la FIA était parfois inconstante. Je me rappelle surtout de ce qui s'est passé à Austin avec des manœuvres qui étaient plus que limites avec les deux AlphaTauri, et où il y a eu un petit jeu de chat et de souris qui était assez incompréhensible, qui m'a moyennement plu, on va dire. Bon, assez mitigé sur son retour, même si c'est une bonne saison, il n'y a rien à dire. Mais je suis pas sûr qu'il soit un vrai plus, même s'il a l'air d'avoir changé et d'être devenu un peu plus un team player qu'avant. Je sais pas quoi penser d'Alonso encore pour l'instant. Je pense que 2022 me fera un avis un peu plus définitif. Louis, sur la saison 2021 déjà de Fernando Alonso, et après on passera à Esteban Ocon. Bah, écoute, sur Alonso, je suis pas tout à fait d'accord avec Thomas. Enfin, c'est difficile de se demander ce qu'il apporte à l'écurie quand il termine devant son équipier déjà, alors qu'il n'a pas eu une victoire quasi gratuite en Hongrie. Il termine 15 fois dans les points et Ocon 14 fois dans les points. Donc les deux ont terminé dans les points un certain nombre de fois quand même. C'est kiff-kiff. Bon, il termine un peu devant. C'est vrai que Ocon a eu de la chance en Hongrie, Alonso a peut-être eu de la chance au Qatar, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu moins chanceux quand même, mais dans tous les cas, bon, les deux ont eu leur haut, leur bas globalement. Les deux sont plus ou moins au même niveau. J'ai du mal à entendre dire que on se demande ce qu'il fait là quand il termine devant son équipier. À ce moment-là, si tu vas gérer un pilote, tu gères son équipier. Oui, non, mais d'accord. Mais en même temps, là, on est sur une écurie d'usine alpine, et tu vas mettre un Piastri, il va lui falloir du temps pour se mettre au niveau. Il va pas être au niveau tout de suite. D'autant il a monté dans les formules de promotion très vite aussi, donc il manque peut-être aussi d'expérience. Tu as un duo Ocon-Piastri pour développer la voiture, ça me semble peut-être pas non plus le meilleur choix, d'autant qu'il y a un changement réglementaire qui arrive, donc ça peut être compliqué. Donc Alonso, il apporte de l'expérience, même Ocon dit qu'il avait beaucoup appris avec Alonso, il apporte de l'expérience, il va apporter du développement sur la voiture que n'apporterait pas Piastri. Et puis surtout, bon, effectivement, il a toujours ses travers, hein. Fernando Alonso reste Fernando Alonso. On l'entend râler, on l'a vu faire le cake à Austin, on l'a vu faire le cake au premier virage en Russie, hein, bah oui, bah si on peut aller à l'extérieur, moi je le fais, et puis je gagne 4 places, et puis voilà. Donc voilà, on l'a vu faire du Fernando Alonso, finalement, c'est parfois un peu déplaisant. Maintenant, en piste, je trouve qu'il est extraordinaire. Tu prends son duel en Hongrie, on en parle beaucoup, mais tu prends son duel en Hongrie, ça vaut largement son duel contre Schumacher à Imola en 2005. Tu prends le pilotage au Qatar, là aussi, pour son podium, où il doit amener des pneus qui étaient complètement lacérés jusqu'à la fin, c'était assez fou aussi. C'est un pilote qui est encore capable de très très bonnes choses. Effectivement, il est peut-être plus au niveau où il était en 2010, 2012, 2014, mais ça reste un excellent pilote. Ça reste un pilote dont on parle beaucoup aussi, et pour une écurie d'usine qui est là aussi pour promouvoir une marque, bah ça compte ça d'avoir de la bonne publicité avec un pilote qu'on voit, qu'on écoute, dont on parle, ça compte aussi. Donc voilà, moi je trouve qu'il a tout à fait sa place ici. J'avais peur en début de saison qu'il soit vraiment rouillé, et c'était pas le cas, il a été très bon. Alors tu disais elle plane tout à l'heure, bon ça nous fait beaucoup rire, mais personne n'y croit vraiment, hein. Moi tout ce que j'espère pour l'année prochaine, c'est que allez, 2 petits podiums histoire de passer la barre des 100 podiums en carrière, et puis ce serait déjà pas mal, mais voilà, moi je pense qu'il a tout à fait sa place, et je vais retrouver ce pilote là avec grand plaisir, non seulement parce que je suis fan, mais en plus parce que il fait de belles choses en piste l'année prochaine. Ouais, mais est-ce qu'on veut voir un Alonso se battre pour une 10e place au championnat? Non, mais en fait, elle est surtout là, ma réflexion. Ouais, mais est-ce que tu préférerais voir un Piastri se battre pour cette position-là? Bon, c'est. Oui, pour un pilote, moi, oui. Ouais, mais j'aime pas ce discours du place aux jeunes. Franchement, t'as des mecs qui sont bons, qui sont là, même si ça fait un moment qu'ils sont là, tu vas pas les virer pour mettre des jeunes juste parce qu'il faut des jeunes. D'un côté, on a toujours ce discours, on entend, mais tout le monde te dire. Ah, il faut laisser place aux jeunes, Qu'est-ce qu'ils font là, les vieux Raikkonen, Alonso, Hamilton, qu'est-ce qu'ils font encore là? Faut qu'ils laissent place aux jeunes. Et puis d'un autre côté, quand tu as un podium avec Norris, Leclerc, etc., moyenne d'âge 22 ans, tu as tout le monde qui vient pleurer, dit c'est plus de la Formule 1 parce que même les jeunes de 20 ans ils peuvent gagner des courses. Bon bah d'accord.
Donc j'avoue Non, que mais le double discours est un peu bizarre et Ouais, parfois un le peu seul, pénible le aussi. seul discours qui est à avoir, c'est qu'on devrait avoir les 20 meilleurs pilotes au monde sur la grille. Et objectivement, et Piastri et Alonso mériteraient d'en faire partie. Après, Voilà, ça je suis c'est la, 100% d'accord. Oui. c'est la stratégie de Alpine. S'ils avaient un second team comme la Red Bull, peut-être que Zhou et Piastri seraient dans leur roster en F1 tous les deux en 2022. Mais après, ça, c'est une stratégie, c'est quelque chose comme ça. Ouais, je comprends ce que dit Thomas aussi sur est-ce qu'on a envie de voir Alonso en milieu de grille. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus vu Alonso devant, ça nous fait mal, mais C'est sûr. ouais, moi je rêverais de le revoir devant. Et après, moi j'y crois pas au plan, mais j'ai envie par moment de me dire et si jamais c'était la Renault de 2018, je crois, celle qui était pas loin de terminer troisième au classement, qui était quatrième, ou je 2019. sais plus, En 2019 2019, plutôt. ils Ouais. étaient, même 2020, ils étaient cinquième, mais ils ont longtemps battu, ils sont longtemps battus pour la troisième place. Ouais. Voilà, tu vois, si on est de retour dans ces eaux-là avec une voiture qui est au niveau de ce qui était enfin, du duo McLaren-Ferrari cette année, je pense que sur une ou deux courses, j'étais comme lui, j'avais très peur qu'il soit pas au niveau, notamment par le fait qu'il soit allé faire beaucoup d'autres choses, en ayant été faire de l'Indy, du Dakar, de l'endurance. Je me disais, il a piloté tellement de choses différentes que est-ce qu'il va se remettre dans le bain tout de suite dans une voiture qui était quasiment la même que celle d'avant et où toute la grille était quasiment la même que celle d'avant et tout le monde était habitué à cette voiture. Et finalement, il s'est tout de suite remis dedans, il a tout de suite été bon. On l'a trouvé très serein pendant un moment et puis il a recommencé à faire le pitre et à se prendre pour le roi du monde. C'est le problème c'est un melon pas possible, c'est Ah bah, Raël, mais bon, il chasse le naturel, il revient au galop. il revient au galop, absolument. Mais il y a eu beaucoup de belles courses. C'est vrai que le duo Grande-Bretagne-Hongrie qu'il fait, c'est là où il m'a le plus bluffé. Au Qatar, il saisit une opportunité, et il a saisi complètement. Et, moi, je pense qu'il a totalement sa place, que s'il reste à ce niveau-là, il a encore sa place pendant 3-4 ans. Hein. Et après, c'est aussi ses choix de carrière, quoi. Si le mec est pas 5 fois champion du monde aujourd'hui, c'est aussi ses choix de carrière. C'est aussi pour ça que c'est Fernando Alonso. C'est catastrophique du début à la fin en termes de choix de carrière. À la fin, si à la fin lui il le regrette, ça sera tant pis pour lui. Mais nous, on n'a pas à se soucier de ça. Et moi, je suis très content de le voir sur la grille. Je trouve qu'il est complètement au niveau. Je trouve qu'il amène beaucoup de sérieux, qu'il aide beaucoup Ocon. Et enfin, on va parler d'Ocon, mais j'aime beaucoup Ocon dans cette relation de jeune padawan avec un pilote qui lui apprend réellement et pas un pilote comme Perez qui cherche à lui faire la guerre. Et je trouve qu'il est essentiel aussi là-dessus, Alonso, parce que Alpine bâtit pour l'avenir avec Ocon, grâce aussi à ce qu'apporte Alonso aujourd'hui. Après, je vais vous laisser parler d'Ocon, je te laisse commencer Thomas, mais Esteban Ocon qui, l'année dernière, on avait eu une demi-première saison où on avait eu un peu peur et puis finalement il s'était repris, et cette année c'est la confirmation qu'il est redevenu ce jeune pilote dont on attendait beaucoup et à raison. Ouais, effectivement, Ocon, bon, il fait quand même une très belle saison avec le matériel dont il a. Ah, c'est vrai qu'il se retrouve un tout petit peu derrière Alonso au championnat. Il y a 7 points d'écart. Bon, c'est pas non plus catastrophique vu le barème qu'il y a actuellement en vigueur. Je pense que le fait qu'il ait appris d'Alonso, c'est justement parce que Alonso a su apprendre principalement, je pense, de son passage en endurance, où il faut travailler avec deux coéquipiers. Et donc je pense que bah, maintenant ça bénéficie, enfin Ocon en bénéficie. Donc ça c'était très bon à voir. Je, je pense que voilà, le fait marquant de l'année, c'est forcément la Hongrie. Il a tenu combien 65 tours, quelque chose comme ça, devant Vettel, avec un Vettel qui était insistant à quasiment chaque virage, avec très très peu de répit. Il y a eu quelques moments chauds qu'il a réussi à gérer, etc. Et je pense qu'il a prouvé que lui aussi avait sa place et on pouvait ne pas l'aimer. Parce que c'est un pilote quand même qui fait débat, en tout cas en France. Mais en tout cas, il a montré qu'il avait le talent et la vitesse pour être là. Je pense qu'une saison de plus aux côtés d'Alonso pourrait lui faire du bien. Alors pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, là, ils semblent s'entendre très très bien ensemble, contrairement à l'entente avec Perez chez Racing Point et Force India. Donc, je pense que ouais, Ocon a bien prouvé sa place aujourd'hui, mais il est peut-être pas à niveau pour être un leader incontesté d'une marque comme Alpine avec des grandes ambitions. Ouais, bah, je te rejoins là-dessus. Ocon, c'est un bon pilote de milieu de grille, je pense. Tu l'as dit, en Hongrie, il a montré qu'il méritait sa place parce que certes,
Il a quand même beaucoup de chance de se retrouver en tête après le premier virage avec le gros strike qu'il y a devant. Maintenant, il a quand même passé quasiment toute la course à se faire harceler par Vettel pour une victoire de Grand Prix, ce qui est pas rien, et il a très bien résisté à la pression. Il a fait une très belle course, et même sur l'ensemble de la saison, il fait une saison qui est solide. Donc effectivement, il a prouvé qu'il avait sa place, il a prouvé qu'il était bon. Maintenant, effectivement, contrairement à Gasly, qui a probablement le potentiel pour mener une équipe vers des victoires et vers un titre, si en tout cas la petite réserve que j'ai sur Gasly, on en a parlé, mais c'est côté mental ça va. Je pense que Ocon, il est un peu limité, il est un peu en dessous, et je doute qu'il puisse mener Alpine vers un titre mondial un jour. Et c'est pas qu'une question de mental, je pense que c'est aussi une question de pilotage, mais ça reste un pilote très solide de milieu de grille, et pour l'instant chez Alpine il est parfaitement à sa place. Ouais. Vous me faites mal à mon petit cœur quand même, je sais pas. Enfin, moi je trouve que Esteban Ocon est dans la configuration de Pierre Gasly avec un an de décalage. C'est-à-dire que l'année dernière, il était de retour après un passage à vide, c'était sa saison off lorsque Gasly était en 2019 dans une saison un peu de retour puisqu'il avait qu'une demi-saison dans les pattes, l'autre première partie de saison c'était avec Red Bull. L'an dernier, Pierre Gasly s'est remis en confiance, s'est remis dans le rythme, a gagné une course. C'était le cas d'Esteban Ocon cette année. Et on a parlé tout à l'heure de la saison 2021 de Pierre Gasly. Et c'est ce que j'attends en fait en 2022 d'Esteban Ocon. Je comprends quand tu dis, Louis, qu'il n'est pas championship material, comme dirait Cyril Abitboul. Parce que je considère que sur la grille actuelle, il y a vraiment le duo Russell-Verstappen parmi cette génération post-95 qui est vraiment au-dessus. Mais après, il y a un pool de pilotes qui sont hyper talentueux et qui peuvent aller chercher un titre avec des circonstances. Et pour moi, Gasly et Ocon en font partie avec Norris, avec Leclerc, avec Sainz. C'est toute cette catégorie-là de pilotes. Et ouais, Ocon, c'est la première vraie saison de sa carrière dans laquelle il est dans un environnement normal et sain parce qu'il a commencé chez Manor à courir contre la montre dans une écurie qui était en perdition. Il s'est retrouvé ensuite face à un Pérez, maître de Force India, qui en plus lui pourrissait la vie. Et l'année dernière, c'était la saison de son retour. Donc finalement, c'est sa première vraie saison saine dans un environnement serein et stable. Et il la maîtrise totalement parce que pour aller chercher la victoire en Hongrie, il faut quand même résister à un mec qui a gagné 53 courses. Alors que tu te bats pour ta première, et on en a vu des pilotes qui ont craqué, notamment Sergio Pérez en Malaisie en 2012, qui craque au moment d'aller chercher la victoire, d'aller chercher la première, et ça n'a pas été le cas de Ocon cette année. Donc je comprends ce que vous dites, et je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je trouve que cette saison d'Esteban Ocon va dans le bon sens, et c'est plus sur 2022 où je jugerai, où là se fera véritablement l'installation. Mais pour moi, pour reprendre des champions du monde récents, mais quand on voit les premières saisons de Nico Rosberg ou de Jenson Button, je vois pas en quoi c'était beaucoup mieux que ce qu'Esteban Ocon a produit ici pour une de ses premières vraies saisons F1. Donc le temps nous dira, mais pour moi il peut être champion du monde selon les circonstances. C'est pas du niveau des tout meilleurs, mais je le trouve quand même excellent, surtout dans l'ombre d'un Alonso qui, faut pas oublier quand même qui est Fernando Alonso. Il a beau avoir 40 ans, je pense que cette année encore, il était parmi les 5 pilotes les plus rapides de la grille en talent pur. Mais après, peut-être que dites-moi, mais peut-être que je suis trop optimiste. Ça, c'est possible aussi. J'aurais du mal à te répondre si tu es trop optimiste. Je pense que le gros défaut quand même d'Ocon cette année, c'est qu'Alpine était dans une saison de transition, mais une vraie saison de transition dans le sens où ils avaient quasiment aucune ambition. Donc c'est compliqué de transcender un pilote dans ces conditions-là, alors que AlphaTauri au contraire est top 5, top 6, c'est à peu près le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc forcément un Pierre Gasly peut plus naturellement pousser l'équipe vers l'avant, alors que dans le cas d'Ocon, on est une équipe qui est sans trop d'ambition, qui avait dit dès le début de saison que la voiture en fait c'était quasiment la même que depuis 2019, le moteur pareil. Donc à part les périphériques qui ont changé et qui ont fait la forme du capot moteur qu'on a vu, qui nous a tous un peu surpris en début de saison avec un capot moteur très large au niveau de l'entrée d'air principalement. Mais voilà, on avait une voiture et un moteur qui étaient à 3 ans. Donc on arrivait en bout de course et je pense qu'il faut le petit truc supplémentaire pour aller un peu plus loin et à voir si Alpine pourra lui permettre d'avoir ce petit truc supplémentaire ou pas. Et d'ailleurs, on a très peu parlé d'Alpine, mais tu fais bien de le préciser, mais c'était une voiture qui était en bout de course, qui avait 3 ans de développement, avec un moteur qui avait 3 ans de développement, et rien n'avait vraiment changé depuis 2019.
Et finalement, on avait dit en début de saison qu'ils se battraient pour le midfield et qu'ils ne pourraient pas aller plus haut que la 5e place. Bon, on s'attendait pas. Nous, on avait mis Ferrari dans le midfield et Aston Martin devant, mais finalement, au final, il y a 4 écuries devant eux et 5 derrière. Ils sont à la place auquel on les attendait, sans trop user d'énergie. Tu l'as dit, dans une saison de transition. Et c'est pas flamboyant, mais ils ont coché leur objectif sur la saison avec une victoire en prime. Donc, c'est pour eux, par rapport à ce qu'on attendait en début de saison et par rapport à leur investissement réel dans la saison, c'est pas si mal quand même. Ouais, c'est pas si mal, mais bon, je trouve ça inquiétant pour la suite parce que quand tu reviens avec une voiture complètement neuve, avec un moteur qui va forcément devoir évoluer un peu, tu vas arriver avec des évolutions ou en tout cas des choses qui vont changer du tout au tout du jour au lendemain. Ils risquent très fort d'avoir de gros soucis l'année prochaine. Moi, franchement, je suis assez inquiet pour eux. Mais quand tu vois des équipes qui développent pas leur voiture pendant plusieurs années, c'est jamais bon signe, hein, de toute manière. Je comprends la philosophie. Après, t'avais le côté aussi, normalement, la nouvelle réglementation devait arriver en 2021, elle a été décalée d'1 an. Est-ce que tu te fais réinvestir pour 1 an À la base, ils devaient sauvegarder que pour 2 ans la voiture et pas 3. T'as ça aussi Ouais, qui je rentre pense en qu'au compte. final, la stratégie était bonne par rapport au plan initial hors Covid. Ouais, par rapport au plan initial, ouais. Ouais. Mais Et effectivement, je pense que c'est un peu comme Aston Martin. Le fait d'avoir eu cette saison supplémentaire, ça les a pas aidés. Au final, si 2021 avait été ce qui aurait dû être 2021, c'est-à-dire le nouveau règlement, on aurait peut-être finalement un bilan qui est complètement différent. Mais tu as raison de parler d'Aston Martin, c'est un très bon exemple parce que leur risque 2020 était calculé sur une seule saison et pas sur Exactement. 2. Donc tu fais bien d'en parler. Messieurs, nous en avons fini de ce milieu de grille, de ces écuries qui sont là pour jouer la Q3 de temps en temps, disons-le. Même s'il y a eu plus que ça pour certains pilotes. Je vous remercie pour cette émission. Merci Thomas, merci Louis. Ouais, merci à tous. Merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Multi 21. Salut! Salut! Salut!